Mes parents annulent mon mariage car ma sœur passe une mauvaise journée. Je les ai suppliés de reconsidérer, mais c'est là qu'ils ont explosé. Mon père a hurlé. Tu ne vois pas que ta sœur n'est pas d'humeur? Ma sœur a ricané. Tu es si égoïste. Tout ce qui t'importe, c'est ton mariage, mais devine quoi? La vraie reine ici, c'est moi. Ma mère a approuvé froidement, rien ne se passera tant qu'elle ne l'aura pas décidé. Je n'ai pas discuté. J'ai juste souri, pris mes affaires, et je suis parti en silence pour regarder de loin leur soi-disant famille parfaite s'effondrer et brûler sans moi. Je m'appelle Élodie, et le jour de mes 28 ans devait être le plus beau de ma vie. Je me suis réveillée ce matin-là dans le lit de mon enfance, un lit que je connaissais par cœur, dans la maison où chaque recoin portait l'écho de mes souvenirs. Le soleil de juin, généreux et doré, traversait les voilages de ma fenêtre, projetant des motifs dansants sur le parquet. Dehors, les vignobles du Beaujolais s'étendaient à perte de vue, baignés d'une lumière qui promettait une journée idyllique. C'était le jour de mon mariage. Sur la porte de l'armoire en chêne, ma robe était suspendue, protégée par sa housse. Un simple regard vers cette silhouette blanche suffisait à faire battre mon cœur plus vite. C'était plus qu'un vêtement, c'était le symbole de 18 mois de rêve, de planification méticuleuse, d'économie rigoureuse. Bastien et moi avions tout orchestré nous-mêmes, choisissant chaque détail avec amour, du lieu de réception un magnifique domaine viticole dont les pierres anciennes semblaient murmurer des histoires d'amour jusqu'aux petites faveurs pour les invités. C'était notre projet, le premier grand projet de notre vie commune. Mes parents, Pascal et Brigitte, avaient généreusement proposé de contribuer au budget. Sur le moment, leur geste m'avait profondément touchée. Mais j'avais vite déchanté en voyant la liste des invités s'allonger démesurément. Des noms que je connaissais à peine, des partenaires d'affaires de mon père, des amis de bridge de ma mère. Notre mariage intime et chaleureux se transformait peu à peu en une réception mondaine, une vitrine de leur statut social. J'avais ravalé ma déception, me disant que l'essentiel était ailleurs. L'essentiel, c'était Bastien. C'était le « oui » que nous allions prononcer dans quelques heures. Pourtant, une anxiété sourde persistait, une petite note discordante dans la symphonie joyeuse de cette matinée. Je me suis assise à ma coiffeuse, scrutant mon reflet. J'avais l'air d'une future mariée, mais je me sentais comme une sentinelle sur le qui-vive. Mon regard a glissé vers mon téléphone. Aucun message, aucun appel manqué. J'ai expiré un soulagement que je n'aurais pas dû ressentir. Pourvu que Coralie aille bien aujourd'hui. Juste pour aujourd'hui, ai-je chuchoté à mon propre reflet. Ma sœur cadette, Coralie, était l'électron libre de notre famille, la tempête imprévisible autour de laquelle nous avions tous appris à naviguer, ou plutôt, à nous abriter. J'ai commencé à appliquer mon fond de teint, essayant de me concentrer sur des gestes calmes et précis. C'est alors que j'ai décidé de mettre le bijou le plus précieux. Ma grand-mère Yvonne, la mère de mon père, une femme de caractère et de cœur, m'avait confié la veille ses boucles d'oreilles en diamant. Un trésor de famille, transmis de génération en génération, qu'elle voulait que je porte. Je les avais délicatement posées dans leur écrin en velours bleu sur ma table de chevet. Mes mains se sont tendues vers la petite boîte. Je l'ai ouverte. Elle était vide. Le velours bleu me regardait, nu et silencieux. Un froid glacial m'a envahi, commençant dans ma poitrine et se propageant jusqu'au bout de mes doigts. Ce n'était pas possible. J'ai secoué la boîte, comme si les diamants pouvaient réapparaître par magie. J'ai soulevé l'oreiller, tiré les draps. Rien. J'ai vidé mon sac à main sur le lit, le contenu s'éparpillant dans un désordre futile. Mon rouge à lèvres, mes clés, mon portefeuille, mais pas de boucle d'oreille. La panique montait, acide et brûlante. J'ai appelé ma mère. Maman. Je ne trouve pas les boucles d'oreilles de grand-mère Yvonne. Elle est montée, un torchon à la main, l'air déjà exaspéré. Élodie, voyons, tu stresses pour rien. Elles doivent être quelque part. Tu es tellement tête en l'air parfois. Non, maman, je suis sûre. Elles étaient dans la boîte, sur la table de nuit. Elle a jeté un regard vague autour de la chambre. Bon, on cherchera plus tard. Tu vas te mettre en retard. Puis elle a baissé la voix, comme pour partager un secret d'État. Surtout, ne va pas déranger ta sœur avec ça.
Elle a eu une nuit difficile, elle a besoin de calme. Chaque mot était une petite piqûre. Mon angoisse bien réelle était balayée pour préserver le calme supposé de Coralie. J'ai essayé de la croire, de chasser cette boule d'angoisse dans ma gorge. Mais au fond de moi, une petite voix me murmurait que ce n'était pas de l'oubli. C'était un avertissement. J'ai fait de mon mieux pour ignorer le trou béant que l'absence des boucles d'oreilles laissait, non seulement à mes oreilles, mais aussi dans mon cœur. Je me suis reconcentrée sur ma préparation, comme un automate. Le tic-tac de l'horloge sur le mur semblait s'accélérer, chaque seconde me rapprochant de l'hôtel, mais aussi d'une confrontation que je sentais inévitable. La coiffeuse et la maquilleuse devaient arriver d'un moment à l'autre. Je devais être sereine, souriante. Je devais jouer mon rôle. Mais le calme était un luxe que notre famille s'offrait rarement, et il était presque toujours sacrifié pour apaiser les humeurs de Coralie. La porte de ma chambre s'est ouverte avec une telle violence qu'elle a heurté le mur. Pas de coup discret, pas de « je peux entrer ?» Juste une invasion. Ma mère, Brigitte, se tenait sur le seuil, le visage livide, les mains s'agitant comme des oiseaux pris au piège. Derrière elle, Coralie avançait en traînant les pieds, incarnation vivante du malheur. À 25 ans, elle avait perfectionné l'art de la crise d'adolescence. Vêtue d'un pyjama délavé, les cheveux emmêlés en un nid informe, le maquillage de la veille formant des cernes noires sous ses yeux, elle était une caricature de la détresse. « Élodie, il faut qu'on parle », a lancé ma mère, sa voix tremblant d'une urgence que je ne connaissais que trop bien. Ce n'était pas l'urgence d'une bonne nouvelle. C'était l'urgence qui précédait une capitulation. Coralie, fidèle à son personnage, a traversé la pièce en ignorant mon existence, et s'est littéralement jetée sur mon lit. Le lit où, quelques instants plus tôt, je rêvais de ma nuit de noces. Elle a enfoui son visage dans un coussin brodé et a laissé échapper un gémissement si profond et si dramatique qu'il aurait pu remporter un prix d'interprétation. Hug, je me sens horriblement mal. C'est la pire journée de ma vie. Mon premier réflexe a été l'inquiétude mêlée d'agacement. J'ai regardé ma mère dans le miroir. Qu'est-ce qui se passe ? Maman, il y a un problème avec le domaine ? Le traiteur a annulé ? Je cherchais désespérément une explication logique, une crise extérieure que nous pourrions gérer ensemble. Mais le problème, comme toujours, venait de l'intérieur. Non, non, tout va bien de ce côté-là, a-t-elle murmuré, se précipitant déjà au chevet de sa fille cadette. Elle s'est assise sur le bord du lit, lui caressant le dos avec des gestes apaisants. « Qu'est-ce qui ne va pas, ma chérie ?» dit à maman. « Je ne passe pas une bonne journée, c'est tout », a geint Coralie à travers le coussin. « Tout est nul. Je ne me sens pas capable d'affronter une grande fête aujourd'hui. » Je me suis retournée sur ma chaise, mon pinceau à fard à paupières suspendu en l'air. L'absurdité de la situation commençait à m'envahir. « Coralie, je suis vraiment désolée que tu te sentes mal. Je sais que ta rupture avec ce garçon la semaine dernière a été difficile. C'était une liaison de 3 mois avec un homme qu'elle connaissait à peine, mais elle en parlait comme de la tragédie du siècle. J'ai essayé de faire preuve de compassion. Si tu es fatiguée, tu n'es pas obligée d'être ma témoin. Tu peux te reposer pendant la cérémonie, personne ne t'en voudra. » Ce fut l'étincelle qui mit le feu aux poudres. Sa tête s'est redressée d'un coup. Ses yeux rougis m'ont foudroyé avec une lucidité surprenante. « Me reposer ? Pendant ton mariage ? Tu as la moindre idée du bruit et du chaos que ça va être ? Tous ces gens, toute cette musique, et toute cette attention, sur toi. » Elle a craché le dernier mot, « toi », comme s'il avait un goût amer. « Mais, oui, Coralie, c'est mon mariage, ai-je balbutié, sentant le sol se dérober sous mes pieds. Justement, a-t-elle rétorqué, sa voix gagnant en assurance et en théâtralité. C'est toujours à propos de toi, de toute façon. Tu sais à quel point c'est épuisant pour les autres ? De devoir faire semblant que tes petites réussites sont importantes ? Certains d'entre nous ont aussi besoin de soutien, tu sais. Ce n'était plus une question de rupture. C'était une déclaration de guerre. Une guerre contre mon bonheur. J'ai cherché le regard de ma mère, la suppliant silencieusement d'intervenir, de dire quelque chose, de fixer une limite. Mais son visage n'était qu'un masque d'angoisse, ses yeux allant de Coralie à moi,
comme si elle était prise entre deux forces égales. Mais nous n'avions jamais été égales à ses yeux. Puis, elle m'a prise par le bras, me tirant de force dans le couloir, comme si j'étais une enfant à réprimander. Sa voix était un sifflement paniqué. Élodie, s'il te plaît, essaie de comprendre. Tu sais que ta sœur est très sensible. Quand elle était petite, elle a eu cette crise d'asthme terrible, on a cru la perdre. Ton père et moi, on ne supporte pas de la voir souffrir, même un tout petit peu. Ça nous ramène à ce jour-là. Sois l'aîné, sois raisonnable. Pour l'amour de Dieu, ne fais pas de scène. C'était leur arme secrète, le joker de la culpabilité. Le traumatisme de l'enfance de Coralie était devenu ma chaîne à vie, une dette que je n'avais jamais contractée mais que je devais payer indéfiniment. Elle pensait que cette explication me ferait céder, comme toujours. Mais en entendant cela, j'ai compris que je n'étais pas seulement la fille sacrifiée. J'étais le prix à payer pour leur tranquillité d'esprit. Et à ce moment précis, mon père est entré. Il revenait de sa promenade matinale. Son visage était fermé, grave. Il n'a même pas regardé Coralie qui pleurnichait sur mon lit. Ses yeux étaient fixés sur moi. Le procès allait commencer. Mon père, Pascal, s'est planté dans l'encadrement de la porte, imposant, les bras croisés sur sa poitrine. Il portait son polo de golf Lacoste, une tenue décontractée qui contrastait violemment avec la gravité de son expression. On aurait dit un PDG s'apprêtant à annoncer une vague de licenciements, pas un père rayonnant le jour du mariage de sa fille. Son regard m'a balayé, froid et distant, comme si j'étais une employée décevante. Élodie, a-t-il articulé, chaque syllabe pesant une tonne. Ta mère et moi avons discuté. Nous avons pris une décision. Nous pensons qu'il serait préférable pour tout le monde de reporter le mariage. Un rire hystérique et étranglé s'est échappé de ma gorge. C'était une réaction nerveuse, un refus de mon cerveau d'accepter ce que mes oreilles venaient d'entendre. Reporter ? C'est une blague ? Très drôle, papa. On pourra en rire plus tard, après la cérémonie. Là, je suis un peu pressée par le temps. J'essayais de garder un ton léger, espérant désespérément qu'il allait sourire et dire « Je t'ai bien eu ». Mais son visage est resté de marbre. Je suis parfaitement sérieux, Élodie. Son ton était devenu polaire. Chaque mot était une stalactite qui tombait et se brisait sur le sol de mon cœur. Ta sœur n'est pas en état psychologique d'assister à un mariage aujourd'hui. C'est une question de respect pour sa souffrance. Le mot « respect » m'a frappé de plein fouet. Le respect pour sa souffrance imaginaire. Et le respect pour ma joie, mon engagement, mon année de préparation ? Il n'existait pas. Le silence dans la pièce était total, si dense que je pouvais presque le toucher. J'ai regardé autour de moi, comme si je me réveillais d'un rêve et que je découvrais que c'était un cauchemar. Ma mère, debout près du lit, fixait le sol, n'osant pas croiser mon regard, complice silencieuse de cette exécution. Coralie, elle, s'était redressée. Le masque de la tristesse avait glissé pour révéler une lueur de satisfaction cruelle dans ses yeux. Elle avait gagné. Elle avait réussi. Le son de sa voix semblait venir d'une autre pièce, assourdi par le bourdonnement dans mes oreilles. Mon cerveau était en état de choc, refusant de traiter l'énormité de ce qui se passait. Ce n'était pas réel. Ça ne pouvait pas être réel. Dans quelques heures, je devais dire oui à Bastien. Pas annulé. Pas reporter. Pardon, ai-je soufflé, ma voix un fil cassé. Vous voulez annuler mon mariage, le jour même, parce que Coralie passe une mauvaise journée ? Ce n'est pas juste une mauvaise journée, Élodie, essaie de faire preuve d'un peu d'empathie, a répliqué ma mère, se sentant obligée de défendre leur décision absurde. Elle traverse une période très, très difficile. Quelle période difficile, ai-je crié, la rage commençant enfin à percer la chape de stupeur. Elle a rompu avec un garçon qu'elle connaissait depuis 3 mois. Ça arrive à des millions de gens tous les jours. Ils ne font pas annuler des mariages pour ça. Comment oses-tu minimiser ma douleur, a piaillé Coralie depuis son trône sur mon lit. Ce n'est pas parce que tu vas te marier que tu es la seule personne sur Terre à avoir des sentiments. Tu es tellement centrée sur toi-même. Je me suis levée d'un bond. Mes mains tremblaient de façon incontrôlable. Je les ai jointes devant moi pour tenter de les calmer.
Coralie, je comprends que tu sois triste, je le comprends vraiment. Mais j'ai passé plus d'1 an à organiser cette journée. Tout est payé. Nos amis, notre famille, ils sont en route, certains depuis hier. Et alors, a-t-elle rétorqué avec un haussement d'épaule désinvolte qui m'a révulsé. Appelle-les. Dis-leur de faire demi-tour. Une vraie sœur, une sœur qui m'aimerait vraiment, comprendrait que le bien-être de sa famille passe avant une simple fête. Une simple fête. Ces mots ont continué à tourner en boucle dans ma tête. Mon mariage. Une simple fête. C'est là que mon père, voyant que je ne cédais pas, a décidé de porter le coup de grâce. Son visage s'est congestionné de colère. Élodie, ça suffit maintenant. Je vais te demander de te calmer et de penser à quelqu'un d'autre que toi pour une fois dans ta vie. Quelqu'un d'autre que moi? Mais papa, c'est le jour de mon mariage. Ma voix était stridente, suppliante. C'est alors qu'il a perdu tout contrôle. La fureur, retenue depuis le début, a explosé. Mais tu ne vois pas que ta sœur n'est pas d'humeur, a-t-il hurlé, son cri faisant vibrer les murs de ma petite chambre. Pourquoi es-tu si égoïste? Égoïste. Le mot ultime. L'insulte suprême dans notre famille, réservée à quiconque osait faire passer ses besoins avant ceux de Coralie. J'étais paralysée, le souffle coupé. Jamais, en 28 ans, mon père ne m'avait parlé ainsi. Coralie, voyant son allié entrer en action, a alors asséné sa propre estocade. Elle a laissé échapper un petit ricanement, un son laid et méprisant. Tu es si égoïste. Tout ce qui t'importe, c'est ton mariage. Mais devine quoi? Elle s'est levée, a fait quelques pas vers moi, le menton haut, les yeux brillants de malice. La vraie reine ici, c'est moi. Et pour confirmer cette proclamation, ma mère a hoché la tête, son regard froid et vide. Rien ne se passera tant qu'elle ne l'aura pas décidé. Le silence qui a suivi était plus assourdissant que n'importe quel cri. J'ai regardé leurs 3 visages, unis contre moi. Et dans ce silence, quelque chose en moi s'est brisé. Mais ce n'était pas mon cœur. C'étaient les chaînes de la culpabilité que j'avais portées toute ma vie. C'est un moment incroyablement difficile à revivre et à partager. Je suis sûre que beaucoup d'entre vous sont sous le choc. Mettez-vous à ma place une seconde. Que feriez-vous? Céderiez-vous pour maintenir la paix dans la famille, ou vous battriez-vous pour le jour le plus important de votre vie? Dites-le moi honnêtement dans les commentaires. J'ai vraiment besoin de lire vos avis. Face à ce verdict final, à cette coalition de l'absurde et de la cruauté, une chose inattendue s'est produite en moi. Le tumulte s'est apaisé. Les larmes qui menaçaient de couler se sont retirées. La panique qui me serrait la gorge s'est transformée en une clarté limpide et glaciale. J'ai cessé de les voir comme ma famille. Je les ai vus pour ce qu'ils étaient, un juge partial, une geôlière craintive et une reine tyrannique. Et dans ce tribunal, j'étais la seule accusée, condamnée pour un crime que je n'avais pas commis, celui d'exister et d'être heureuse. D'accord, ai-je dit. Ma voix était si calme qu'elle a semblé les déstabiliser plus que n'importe quel cri. Ils s'attendaient à des pleurs, des supplications. Pas à cette reddition sereine. Laissez-moi juste récapituler, pour être absolument certaine de ne pas me tromper. J'ai pris une profonde inspiration. Vous voulez que j'appelle Bastien, l'homme avec qui je partage ma vie depuis 5 ans. Que j'appelle sa mère, qui est veuve et qui a économisé pendant 1 an pour s'offrir une belle tenue. Que j'appelle nos 200 invités, dont ma cousine qui a pris l'avion depuis le Canada avec son bébé de 6 mois. Que j'appelle le domaine, le traiteur qui prépare le repas en ce moment même, le photographe qui est probablement en route, le DJ. Et que je leur dise à tous que la fête est finie avant même d'avoir commencé, parce que Coralie a le cœur brisé à cause d'un garçon qu'elle a fréquenté pendant 3 mois. C'est bien ça le plan? Enfin, tu commences à comprendre, a soufflé Coralie, un sourire satisfait étirant ses lèvres. C'est ce sourire qui a tout scellé. Vous avez raison, ai-je murmuré, en hochant la tête. La famille, c'est ce qu'il y a de plus important. Un soupir collectif de soulagement a parcouru la pièce. Ils avaient gagné. La gentille Élodie, la fille raisonnable, allait encore une fois tout arranger, tout prendre sur elle. Je leur ai tourné le dos et je me suis dirigée vers mon armoire.
J'ai ignoré la housse de ma robe de mariée et j'ai sorti la grande valise de voyage rangée sur l'étagère du haut. Je l'ai fait tomber sur le sol avec un bruit sourd qui les a fait sursauter. Je l'ai ouverte sur mon lit, poussant sans ménagement les jambes de Coralie. « Qu'est-ce que tu fais ?» a demandé ma mère, sa voix empreinte d'une nouvelle anxiété. « Je fais mes bagages » ai-je répondu d'un ton neutre, en ouvrant les tiroirs de ma commode et en commençant à y jeter pêle-mêle des pulls, des jeans, des sous-vêtements. « Tes bagages pourquoi ?» a tonné mon père, retrouvant son autorité. Je me suis arrêtée, un t-shirt à la main, et je me suis tournée pour leur faire face. Mon regard était vide de toute émotion. Je déménage. Puisque Coralie est la reine de cette maison, elle n'a évidemment pas besoin de moi pour lui prendre de la place et lui faire de l'ombre. La stupeur s'est peinte sur leur visage. « Attends, quoi ?» a balbutié Coralie, se levant d'un bond. « Tu ne peux pas partir comme ça. C'est ridicule. »« Pourquoi pas ?» ai-je demandé, reprenant ma tâche. « Vous venez de me prouver par A plus B que mon bonheur, mes sentiments, mes projets, ne valent absolument rien face au moindre caprice de Coralie. Alors, pourquoi est-ce que je resterais dans une maison où je ne suis qu'un personnage secondaire de sa vie ? Élodie, ne sois pas stupide, a tenté ma mère, sa voix devenant suppliante. On peut faire le mariage le mois prochain, ou en automne. Le mois prochain ? J'ai eu un rire bref et sans joie. Vous n'avez vraiment aucune idée de la vraie vie, n'est-ce pas ? Vous pensez qu'on peut juste claquer des doigts et réorganiser un événement comme ça ? Vous pensez à l'argent perdu ? À l'humiliation ? Avant de prendre ma décision irrévocable, je me suis enfermée une seconde dans la salle de bain. J'ai posé mes mains sur le lavabo froid et j'ai levé les yeux vers le miroir. J'ai vu une étrangère avec mon visage, les yeux cernés, le maquillage à moitié fait. Mais au-delà de la fatigue, j'ai vu une lueur nouvelle. Une flamme. J'ai pensé à mes futurs enfants. Est-ce que je veux qu'ils voient leur mère s'excuser d'exister ? Est-ce que je veux leur apprendre que l'amour familial est un contrat où l'un donne tout et l'autre prend tout ? Non. Le cycle devait s'arrêter. Ici, maintenant. J'ai sorti mon téléphone. Mes doigts ne tremblaient plus. J'ai appelé Bastien. Sa voix joyeuse a retenti. « Bonjour, ma future femme. Alors, prête à devenir madame ? » Bastien, les yeux coupés, ma voix d'une fermeté qui me surprenait moi-même. « Écoute-moi très attentivement. Il y a un changement de plan. Mes parents viennent d'annuler le mariage. » Il y a eu un silence total. J'ai entendu son souffle se couper. « Quoi ? Comment ça ? Il y a eu un accident ? Non. Personne n'est blessé. Ils ont annulé, parce que Coralie passe une mauvaise journée. » J'ai entendu un bruit sourd, comme s'il avait laissé tomber quelque chose. « Tu plaisantes. Dis-moi que c'est une horrible blague. » J'aimerais bien, Bastien. Mais non. J'ai pris une grande inspiration. Voilà ce qui va se passer. Ils peuvent annuler leur participation. Ils peuvent annuler leur argent. Mais ils ne peuvent pas nous annuler. Toi et moi. Élodie, je ne te suis pas. Sa voix a alors retenti, claire et forte, à travers le téléphone, comme une bouée de sauvetage. Je suis devant le domaine. Viens me rejoindre. On se marie aujourd'hui, Élodie. Avec ou sans eux. Le « oui » que j'ai dit à Bastien à ce moment-là était plus puissant, plus signifiant que celui que j'allais prononcer quelques heures plus tard. C'était un « oui » à une vie où j'étais choisie, respectée, aimée. C'était un « oui » à moi-même. J'ai attrapé la housse de ma robe, prête à affronter la tempête. Mais avant de partir, il y avait une dernière vérité à leur jeter au visage. Alors que je poussais la porte de la chambre, ma valise roulant bruyamment derrière moi, ma mère s'est interposée, m'attrapant le bras. Sa poigne était étonnamment forte, désespérée. « Élodie, ne fais pas ça. Pense à ce que les gens vont dire. Pense à la famille. » « La famille ? » J'ai retiré mon bras de son emprise, sans violence mais avec une fermeté inébranlable. « De quelle famille parles-tu, maman ? Celle qui est censée me soutenir ou celle qui me poignarde dans le dos le jour le plus important de ma vie ? Ce n'est pas ce que nous avons fait, a protesté mon père, sa voix manquant cruellement de conviction. C'est exactement ce que vous avez fait, ai-je affirmé,
me plantant au milieu du couloir, les forçant à m'écouter une dernière fois. Et vous savez le pire? Ce n'est même pas la première fois. C'est juste la fois de trop. J'ai posé ma valise et ma robe. Le temps des murmures et des sacrifices était révolu. C'était l'heure des comptes. Vous vous souvenez de ma remise de diplôme du lycée? J'étais major de ma promotion. J'avais un discours à prononcer. C'était un grand moment pour moi. Mais je ne me souviens pas de vos visages fiers dans le public. Je me souviens du visage de maman, crispé d'inquiétude, parce que Coralie, qui était restée à la maison, avait piqué une crise monumentale. Son copain de l'époque l'avait quittée par SMS. Alors, au lieu de célébrer ma réussite, vous avez passé la soirée à la consoler, à lui dire que son chagrin était la chose la plus importante au monde. Ce sont des situations complètement différentes, Élodie, tu mélanges tout, a dit ma mère, les mains sur les hanches. Non. C'était exactement la même situation. Le bonheur d'Élodie contre le malheur de Coralie. Et le malheur de Coralie gagne toujours. Quand j'ai eu mon bac avec mention très bien et que j'ai été acceptée dans une prestigieuse école d'architecture à Paris, qu'est-ce qui s'est passé le jour même où j'ai reçu la lettre? Coralie a annoncé qu'elle arrêtait le lycée. Toute l'attention s'est détournée de ma réussite pour se concentrer sur son drame, sa crise d'orientation. Point. Je reprenais mon souffle, les souvenirs amers remontant à la surface. Et Paris? Vous vous souvenez de Paris? J'ai refusé l'école. Je suis allée à celle de Lyon, moins cotée, mais plus proche. Pourquoi? Parce que vous m'avez dit que je ne pouvais pas abandonner ma sœur à un moment si fragile de sa vie. J'ai sacrifié mon rêve pour sa stabilité. Je me suis rapprochée d'eux, ma voix baissant d'un ton, devenant plus intense. J'ai eu une opportunité de stage incroyable en 3e année. Un cabinet de renommée internationale à Copenhague. Une expérience qui aurait changé ma carrière. Je n'y suis pas allée. Parce que Coralie venait de se faire renvoyer de son petit boulot et, selon maman, mon succès aurait été comme un couteau dans la plaie. Alors je suis restée. J'ai fait un stage sans intérêt dans une petite agence locale. Ils me regardaient, muets, comme si j'exhumais des fantômes qu'ils avaient soigneusement enterrés. Même Bastien a dû attendre. Il voulait me demander en mariage il y a 3 ans. Mais vous lui avez conseillé d'attendre. Parce que Coralie venait de vivre une autre rupture douloureuse et que ce n'était pas le bon moment pour lui imposer mon bonheur. J'ai ri, un rire sec et douloureux. J'ai passé ma vie d'adulte à me faire toute petite, à mettre mes rêves en veilleuse, à s'aborder mes propres chances pour ne pas perturber l'équilibre émotionnel précaire de Coralie. Et vous, vous avez été les chefs d'orchestre de ce sabotage. Puis, mon regard s'est posé sur ma sœur, qui se tenait en retrait, le visage fermé. Et toi, Coralie, ai-je dit, ma voix devenant glaciale. Pendant tout ce temps, tu as pris. Tu as pris mon temps, mon énergie, mes réussites. Tu as tout pris sans jamais rien donner. Et ce matin, même ça, ce n'était pas assez. J'ai fait un pas vers elle. Tu te souviens de ces boucles d'oreilles de grand-mère Yvonne? Celles qui ont mystérieusement disparu ce matin de leur boîte sur ma table de nuit? Je parie que tu sais exactement où elles sont. Coralie est devenue blanche comme un linge. Elle n'a pas nié. Elle a juste détourné le regard, les lèvres pincées. C'était son aveu. Elle m'avait volé, le matin de mon mariage. Pas pour la valeur des bijoux, mais pour la valeur symbolique. Pour me priver d'un dernier petit morceau de bonheur. Je suis votre bouc émissaire depuis toujours, ai-je conclu, ma voix résonnant dans le silence pesant. À chaque conflit, c'est moi qui dois céder. À chaque problème, c'est moi qui dois me sacrifier. À chaque fois que Coralie est malheureuse, c'est moi qui dois payer la facture en renonçant à quelque chose d'important pour moi. Mais aujourd'hui, la facture est trop élevée. C'est terminé. Je suis partie sans un regard en arrière, laissant mes mots flotter dans l'air lourd de la pièce. La guerre n'était pas finie, je le savais. Ils essaieraient de me récupérer, de me faire sentir coupable. Mais ils allaient découvrir que la Élodie qu'ils connaissaient était morte ce matin-là. Descendre cet escalier que j'avais monté et descendu des milliers de fois a été l'acte le plus libérateur de ma vie. Chaque marche m'éloignait un peu plus de la cage dorée où j'avais grandi. Le bruit de ma valise sur les marches était la bande-son de ma nouvelle indépendance.
Quand j'ai ouvert la porte d'entrée, la lumière du soleil m'a presque aveuglé, comme si je sortais d'une longue obscurité. Dehors, le monde continuait de tourner, ignorant le cataclysme qui venait de secouer ma vie. Bastien m'attendait au bout de l'allée. Le voir, solide et rassurant, appuyé contre sa voiture, a été mon phare dans la tempête. Quand nos regards se sont croisés, il n'y a eu ni pitié ni question. Juste une compréhension silencieuse et une détermination sans faille. Il a pris ma valise, l'a mise dans le coffre, a ouvert ma portière, et nous sommes partis sans un regard en arrière pour la maison qui n'était plus la mienne. Sur la route qui serpentait à travers les vignes, Bastien a passé quelques appels. Sa voix était calme, mais ferme. Il a appelé nos témoins, son meilleur ami et ma meilleure amie, ainsi que quelques cousins et amis très proches qui, il le savait, étaient déjà arrivés au domaine. Il a résumé la situation en une phrase: il y a un problème avec les parents d'Élodie, mais le mariage a bien lieu. On a juste besoin de vous. Il n'a pas donné de détails sordides. Il protégeait ma dignité, même dans ce chaos. Quand nous sommes arrivés au domaine, le spectacle était surréaliste. Le fleuriste était en train de remballer ses magnifiques compositions, le personnel du traiteur commençait à démonter le buffet du vin d'honneur. Mais dans le jardin, sous le grand cèdre où nous devions prendre nos photos, un petit groupe nous attendait. Une vingtaine de personnes. Nos vrais proches. Leur visage était un mélange de confusion, d'inquiétude et d'affection. Hélène, la propriétaire du domaine, une femme élégante et énergique d'une 60aine d'années, est venue directement vers nous. Bastien lui a expliqué la situation. Son visage est passé de la surprise à l'indignation, puis à une résolution de fer. C'est hors de question, a-t-elle déclaré. Ces gens ne vont pas gâcher cette journée. Ce mariage aura lieu. Ici et maintenant. Et c'est ce qui s'est passé. En l'espace d'une demi-heure, un miracle d'amitié et de bonne volonté s'est produit. Hélène a ordonné à son personnel de réinstaller quelques chaises en arc de cercle. Elle a convaincu le fleuriste de nous laisser quelques bouquets pour décorer l'allée improvisée. Ma meilleure amie m'a aidé à enfiler ma robe dans le bureau d'Hélène. L'officiant, un homme charmant que nous avions engagé pour une cérémonie laïque, a accepté de tout réadapter. Quand je suis sortie, au bras du père de Bastien, et que j'ai vu ce petit groupe, nos piliers, nos vrais amours, réunis sous cet arbre centenaire, les larmes me sont montées aux yeux. C'étaient des larmes de gratitude. Ce n'était pas le mariage grandiose que nous avions prévu, mais c'était infiniment mieux. C'était un mariage dépouillé de tout artifice, ne laissant que l'essentiel, l'amour et l'engagement, entouré de ceux qui le célébraient sincèrement. Nos vœux, prononcés dans le silence seulement troublé par le chant des oiseaux, ont résonné avec une force et une vérité nouvelles. Ce mariage improvisé était 1000 fois plus réel que la grande fête que nous avions prévue. Il était à nous. Mais pendant que nous échangions nos vœux, le téléphone de mes parents commençait à sonner. L'addition de leurs actes arrivait, et elle était salée. Restez avec moi pour voir comment leur monde a commencé à s'écrouler. Pendant que nous partagions une coupe de champagne et quelques restes du vin d'honneur que le traiteur a insisté pour nous offrir, le cauchemar de mes parents commençait. Ils ont dû appeler, un par un, près de 200 invités. Imaginez la scène. Mon père, un homme si soucieux de son image, devant bafouiller des excuses au téléphone. J'ai su plus tard par ma tante qu'il avait essayé de mentir, d'invoquer une urgence médicale soudaine. Mais la nouvelle s'est vite répandue que j'allais très bien et que je m'étais mariée quand même. Le mensonge a rendu leur situation encore plus humiliante. Puis est venue la facture. Pas seulement les 30 000 € d'acompte perdus. Les prestataires, se sentant floués, ont appliqué les clauses d'annulation de dernière minute. La facture totale, selon mon oncle, a grimpé à près de 50 000 €, pour une fête qui n'a jamais eu lieu. L'humiliation sociale dans leur petite ville bourgeoise a été immédiate. Les amis les évitaient. Les invitations à dîner se sont taries. La promotion de mon père a été reportée indéfiniment. La perte d'argent et les regards de travers de leurs amis n'étaient que la partie visible de l'iceberg. Le vrai chaos, celui qui allait ronger leur vie de l'intérieur, était sur le point d'être déchaîné par Coralie elle-même. Les 6 mois qui ont suivi notre mariage ont été une étrange dualité. D'un côté, il y avait la construction de notre nouvelle vie, une période de bonheur et de légèreté que je n'avais jamais connue.
Bastien et moi avons trouvé un appartement magnifique dans le quartier de la Croix-Rousse à Lyon. C'était un ancien atelier de Canut, avec de hauts plafonds, d'immenses fenêtres qui inondaient l'espace de lumière, et une vue imprenable sur les toits de la ville. C'était notre premier vrai « chez nous », un lieu sans fantômes, sans souvenirs amers. Pour la première fois de ma vie, je me sentais libre de respirer. Cette liberté s'est traduite dans mon travail. Libéré du poids constant de devoir anticiper et gérer les humeurs de ma famille, mon esprit était plus clair, plus créatif. Je prenais des initiatives, je proposais des idées audacieuses. Mon énergie était contagieuse. Un jour, mon patron, impressionné par ma nouvelle assurance, m'a convoqué. Il m'a proposé de devenir chef de projet sur une mission de grande envergure, la réhabilitation d'un hôtel particulier historique dans le Vieux-Lyon, pour le transformer en un hôtel de luxe. C'était le genre de projet qui définit une carrière. J'aurais dû être euphorique. J'aurais dû appeler Bastien en criant de joie. Au lieu de cela, en sortant de son bureau, une vieille angoisse familière m'a étreint la gorge. Ma première pensée, un réflexe conditionné par des années de dressage émotionnel, a été « et si Coralie l'apprenait ? Est-ce que ça la rendrait malheureuse ?» Une vague de dégoût de moi-même m'a submergée. J'étais partie, j'avais coupé les ponts, mais une partie d'eux était toujours en moi, une petite voix toxique qui me chuchotait de ne pas briller trop fort. Ce soir-là, en préparant le dîner, j'ai raconté la nouvelle à Bastien. J'ai essayé de masquer mon anxiété sous une fausse excitation, mais il a immédiatement vu clair dans mon jeu. Il a éteint le feu sous la poêle, s'est essuyé les mains et m'a prise par les épaules, me forçant à le regarder dans les yeux. « Tu as peur » a-t-il dit doucement. Ce n'était pas une question. Je ne sais pas, ai-je menti. Si, tu sais. Tu as peur de réussir. Tu as peur que ton bonheur provoque de la douleur chez les autres. Il avait mis le doigt sur la blessure. J'ai fondu en larmes, des larmes de frustration et de fatigue. Je pensais en avoir fini avec ça, ai-je sangloté. Je pensais être libre. Il m'a serré contre lui. Mon amour, a-t-il murmuré dans mes cheveux. Tu as quitté la maison, mais la maison n'a pas encore complètement quitté ton esprit. C'est normal. Guérir, ce n'est pas un interrupteur qu'on actionne. C'est un chemin. Et je suis là pour le parcourir avec toi. Nous avons passé la soirée à parler. Pour la première fois, j'ai mis des mots sur des décennies de sentiments refoulés. Sur cette culpabilité omniprésente d'être la « fille facile », celle qui ne posait pas de problème et qui, par conséquent, méritait moins d'attention. Sur cette peur constante qu'un de mes succès ne déclenche une nouvelle crise de Coralie, et que je sois, d'une manière ou d'une autre, tenu pour responsable. Bastien a écouté, sans juger, sans minimiser. Il a validé mes sentiments, reconnaissant la blessure profonde que cette dynamique avait laissée en moi. Tu as été programmé pour te sentir responsable de son bonheur, a-t-il conclu. Aujourd'hui, tu dois te reprogrammer. Tu n'es responsable que d'une seule personne, toi-même. Et ton bonheur n'est pas une agression envers qui que ce soit. C'est ton droit le plus fondamental. Cette conversation a été un tournant. J'ai compris que la véritable indépendance n'était pas seulement financière ou géographique. C'était une indépendance émotionnelle. J'ai décidé, avec le soutien de Bastien, de commencer une thérapie pour dénouer ces fils complexes et apprendre à construire ma propre estime, non pas en opposition à ma famille, mais pour moi-même. Ce soir-là, j'ai appelé mon patron et j'ai accepté le projet avec une voix pleine d'une assurance nouvelle et encore fragile. C'était une petite victoire, mais elle était immense pour moi. J'apprenais à vivre sans chaîne. Pendant ce temps, à 50 kilomètres de là, ma famille était en train de s'enforger de nouvelles, bien plus lourdes et bien plus destructrices. Pendant que je prenais mes marques dans ma nouvelle vie et que je commençais mon lent processus de guérison, la maison de mes parents devenait l'épicentre d'un chaos grandissant. Sans moi pour jouer le rôle de paratonnerre, toute la foudre de la personnalité instable de Coralie s'abattait désormais sur eux. Les échos de cette décomposition me parvenaient par l'intermédiaire de ma tante Sylvie, la sœur de ma mère, qui m'appelait de temps en temps, toujours avec une certaine gêne, comme si elle trahissait un secret de famille. Peu de temps après mon départ, Coralie avait trouvé un nouveau petit ami, un certain Yanis. Selon les dires de ma tante, il était le cliché parfait du parasite. Sans emploi fixe, il passait ses journées sur le canapé du salon,
entouré de canettes de bière vides, et considérait la maison de mes parents comme un hôtel tout compris avec service de blanchisserie et restauration. Il avait emménagé sans demander la permission, et mes parents, terrifiés à l'idée d'une nouvelle confrontation avec Coralie, avaient laissé faire. La maison, autrefois si impeccablement tenue, était devenue le théâtre de soirées bruyantes qui s'éternisaient jusqu'au petit matin. Les voisins, autrefois si cordiaux, commençaient à se plaindre. Ma grand-mère Yvonne, apprenant la situation, a décidé d'intervenir à sa manière. Elle a débarqué un dimanche midi sans prévenir. Mon cousin Marc m'a raconté la scène, qui est depuis devenue une légende familiale. Elle a trouvé Yanis affalé en caleçon devant la télévision. Sans un mot, elle a débranché la console de jeu, l'a prise sous son bras et s'est dirigée vers la porte. Yanis s'est levé, interloqué. « Et, vous faites quoi là ? Je te confisque tes jouets jusqu'à ce que tu te comportes comme un homme et que tu trouves un travail, aurait-elle répondu. Elle s'est ensuite tournée vers mon père. Pascal, tu as honte ? Tu laisses ce vaurien transformer ta maison en porcherie ? Tu as sacrifié le mariage de ta fille aînée pour les caprices de la cadette, et voilà le résultat. Tu es faible. Et ta faiblesse est en train de détruire tout ce que tu as construit. L'intervention de ma grand-mère a provoqué une crise, mais n'a rien résolu. Coralie a hurlé que sa grand-mère la détestait, et mes parents, pris en étau, ont fini par supplier Yvonne de rendre la console de jeu pour avoir la paix. Elle a obtempéré, mais en partant, elle leur a lancé « Ne venez pas pleurer quand tout aura explosé ». L'explosion n'a pas tardé. Quelques mois plus tard, Coralie a annoncé sa grossesse. La réaction de Yanis a été immédiate, il a fait ses bagages et a disparu, laissant un mot laconique sur la table de la cuisine. Au lieu de voir cette énième crise comme une occasion de pousser Coralie à se prendre en main, mes parents ont plongé tête la première dans le rôle de futurs grands-parents sauveurs. C'était une nouvelle distraction, un nouveau projet pour masquer le vide de leur vie. Puis est venue la fausse couche. Un drame, un vrai. Mais pour Coralie, ce fut surtout une nouvelle arme. Elle a utilisé son chagrin comme un bouclier et une épée, se drapant dans le statut de victime pour exiger une attention de tous les instants et justifier tous ses excès. Elle les tenait pour responsables de l'avoir stressée pendant sa grossesse. C'est dans ce contexte que ma mère m'a appelée. Sa voix au téléphone était un mélange de larmes et de reproches voilés. Elle m'a décrit la souffrance intolérable de Coralie. J'ai écouté avec une compassion sincère pour la douleur de la perte. Mais la conversation a pris un tournant insidieux. Tu sais, Élodie, a-t-elle soupiré, Bastien est un homme bien, je ne dis pas le contraire. Mais est-ce qu'il comprend vraiment ce que c'est que les liens du sang, la famille ? Nous, quoi que tu fasses, nous serons toujours là pour toi. Un mari, qui sait ce que l'avenir réserve ? Le venin était si subtil, si habilement distillé, que j'en ai eu la nausée. Elle n'essayait pas de me réconforter. Elle essayait de saboter la fondation de ma nouvelle vie, de fissurer ma confiance en Bastien pour me rendre à nouveau dépendante d'eux. C'était l'acte le plus désespéré et le plus cruel qu'elle ait jamais commis. Ces mots étaient du poison, mais j'avais développé un antidote, la confiance. Ne fais plus jamais ça, maman, ai-je répondu, ma voix tremblante de colère contenue. N'essaie plus jamais de m'opposer à mon mari. La famille dont tu parles, celle qui est toujours là, m'a abandonné le jour de mon mariage. Mon mari, lui, m'a ramassé à la petite cuillère. Alors ne remets plus jamais en question sa loyauté. J'ai raccroché. Je savais qu'ils étaient désespérés, mais je n'imaginais pas jusqu'où ce désespoir les mènerait. L'acte final allait se jouer non pas avec des larmes, mais avec de l'argent. 2 années se sont écoulées. 2 années de silence quasi total, un silence qui était devenu confortable, presque apaisant. J'avais appris à vivre sans l'attente anxieuse d'un appel téléphonique qui annoncerait la prochaine catastrophe. Ma vie avec Bastien était tout ce que j'avais espéré, et plus encore. Le projet de l'hôtel particulier à Lyon avait été une réussite éclatante, me valant une reconnaissance professionnelle qui dépassait mes rêves les plus fous. Nous avions finalement trouvé et signé pour notre petite maison à Caluire-et-Cuire, une banlieue verdoyante de Lyon. C'était une maison avec une âme, des volets bleus et un petit jardin où j'imaginais déjà nos futurs enfants jouer. J'étais en paix. Les fantômes de mon ancienne vie avaient été relégués au rang de mauvais souvenirs, des cicatrices qui rappelaient la bataille que j'avais gagnée.
Puis, un mardi après-midi pluvieux, le passé a refait surface de la manière la plus inattendue. La réceptionniste de mon cabinet d'architecture m'a appelé sur mon poste. Sa voix était hésitante. « Élodie, excuse-moi de te déranger. Il y a une dame à l'accueil qui insiste pour te voir. Elle dit que c'est ta mère. » Un frisson glacial a parcouru mon échine. Que faisait-elle ici? Comment avait-elle trouvé mon lieu de travail? J'ai senti la panique monter, ce vieux réflexe pavlovien. J'ai pris une grande inspiration, me remémorant les séances avec ma thérapeute. Je ne suis plus cette personne, me suis-je répété. J'ai le contrôle. Je suis descendue. Elle était là, assise sur un fauteuil du hall d'entrée, l'air perdu et déplacé dans cet environnement moderne et impersonnel. Le choc a été brutal. La femme en face de moi n'était que l'ombre de la mère que je connaissais. Elle qui avait toujours été si soucieuse de son apparence, si élégante, semblait avoir vieilli de 20 ans. Ses cheveux blonds, autrefois si bien entretenus, étaient ternes et parsemés de racines grises. Elle portait un trench-coat froissé et ses yeux étaient cernés, hagards. Elle dégageait une aura de défaite si intense qu'elle était presque tangible. Nous nous sommes installés dans le café le plus proche. Le bruit des tasses et des conversations animées autour de nous créait une bulle d'intimité inconfortable. Elle a fixé sa tasse de café pendant ce qui m'a semblé une éternité, ses mains tremblant légèrement. Puis, elle a levé les yeux vers moi, des yeux remplis d'une lassitude infinie. « Coralie est en prison », a-t-elle dit d'une voix rauque. J'ai gardé mon calme, préparé à ce que la conversation prenne cette direction. J'ai attendu. Elle a été arrêtée il y a 2 jours, a-t-elle continué, comme si elle récitait une leçon apprise par cœur. Conduite en état d'ivresse, récidive. Mais cette fois, ils ont trouvé de la cocaïne dans sa boîte à gants. Elle avait déjà eu une histoire de vol à l'étalage l'année dernière, ton père a réussi à étouffer l'affaire avec ses relations. Mais là, c'est différent. L'avocat dit qu'elle risque de la prison ferme. Elle a marqué une pause, espérant une réaction de ma part. Je suis restée silencieuse, mon visage une toile blanche. Elle a besoin d'un très bon avocat. Le meilleur. Et ça coûte très cher. L'avocat nous demande une provision de 30 000 €. J'ai hoché lentement la tête. C'est une somme considérable. Élodie, a-t-elle murmuré, sa voix se brisant. Ton père et moi, nous n'avons plus cet argent. Ces 2 dernières années. Coralie, ses dettes, les cautions, les petits accidents, nous avons vidé notre assurance vie. Il ne reste plus rien. Le tableau était complet. Le piège était tendu. Qu'est-ce que tu me demandes exactement, maman, ai-je demandé, même si je connaissais déjà la réponse. Elle a fondu en larmes, des sanglots silencieux qui secouaient ses épaules frêles. Pourrais-tu nous aider? Pour l'avocat? Je sais que je n'ai aucun droit de te demander ça, après tout ce qui s'est passé, mais c'est ta sœur. Elle est ta seule sœur. J'ai pris une lente gorgée de mon thé, laissant la chaleur infuser un peu de calme en moi. Je la regardais pleurer, et la colère que j'aurais dû ressentir n'était pas là. À la place, il y avait une immense pitié. Pitié pour cette femme qui avait tout misé sur le mauvais cheval et qui se retrouvait démunie. Maman, ai-je commencé, ma voix douce mais ferme. Je veux être certaine de bien comprendre. Tu es en train de me demander de prendre les 30 000 € que Bastien et moi avons mis 2 ans à économiser, avec difficulté, pour acheter notre première maison. Et tu veux que j'utilise l'argent de notre avenir pour payer la défense de la sœur qui a délibérément et avec joie détruit le premier jour de notre vie commune, parce qu'elle n'était pas d'humeur, point. Son visage s'est contracté de douleur. Quand tu le présentes comme ça. Je le présente comme ça parce que ce sont les faits, maman. Et maintenant, après avoir passé votre vie à la sauver des conséquences de ses actes, vous me demandez de faire de même. Mais elle est ma fille. Elle est ta sœur, a-t-elle sangloté. Elle pourrait aller en prison. C'est ce qui arrive quand on enfreint la loi de manière répétée, maman. C'est le principe de la société. Les actions ont des conséquences. Elle m'a regardé, le désespoir se lisant dans ses yeux. Qu'est-ce que tu veux de nous, Élodie? Dis-le-moi. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que tu nous pardonnes? Ma réponse a été la chose la plus honnête que je leur ai jamais dite, et elle a scellé notre avenir pour toujours.
Je me suis penchée au-dessus de la petite table du café, réduisant la distance entre nous. Pour la première fois, j'ai posé ma main sur la sienne, qui était glacée et tremblante. Son regard s'est levé vers le mien, plein d'une attente craintive. Elle s'attendait à de la colère, des reproches, peut-être même une négociation. Elle ne s'attendait pas à la sérénité. « Maman, je ne veux plus rien de vous », ai-je dit doucement, mais avec une clarté absolue. C'est ça, la leçon que j'ai mis 28 ans à apprendre. Pendant toute ma vie, j'ai tout voulu de vous. Votre approbation quand j'avais de bonnes notes. Votre fierté quand j'ai eu mon diplôme. Votre amour inconditionnel, celui que vous donniez si gratuitement à Coralie. Le jour de mon mariage, j'ai finalement compris, dans la douleur la plus totale, que je ne l'obtiendrais jamais. Pas de la manière dont j'en avais besoin. Alors, j'ai arrêté de demander. Et c'est là que j'ai commencé à être libre. Elle me fixait, les larmes figées sur ses joues, comme si je parlais une langue étrangère. Je ne vais pas payer l'avocat de Coralie, ai-je continué, en retirant ma main. Et ce n'est pas par vengeance, ni par manque de cœur. Crois-moi, une partie de moi aura toujours de la peine pour la petite sœur perdue qu'elle est devenue. Je ne le fais pas parce que ce serait lui rendre le pire des services. Vous avez passé votre vie à la protéger des conséquences de ses actes. Chaque fois qu'elle tombait, vous mettiez un coussin sous elle. Résultat, elle n'a jamais appris à se tenir debout. Elle a continué à sauter de plus en plus haut, sachant que vous seriez toujours là pour la rattraper. Regarde où ça l'a menée. Peut-être que cette fois, le fait de toucher le fond, le vrai, sans coussin, sera la seule chose qui pourra la forcer à regarder en haut et à vouloir remonter par elle-même. J'ai pris mon sac. Je ne peux pas réparer Coralie. Et je ne peux pas vous réparer, vous. Je peux seulement me protéger, et protéger la famille que je construis. Je veux juste que vous appreniez à vivre avec les conséquences de vos choix. C'est la seule façon pour vous, et peut-être pour Coralie, de guérir un jour. Je me suis levée. J'ai posé un billet de 10 € sur la table. Je t'offre le café. C'était un petit geste, presque absurde, mais pour moi, il signifiait, je peux prendre soin de moi, et je peux même faire un geste de politesse envers toi, mais je ne prendrai plus jamais en charge tes problèmes. Je suis sortie du café sans me retourner. La pluie avait cessé, et un timide rayon de soleil perçait les nuages. Je n'ai pas ressenti de joie triomphante, ni de tristesse écrasante. Juste une immense légèreté. Le dernier fil qui me reliait à leur drame venait d'être coupé. J'étais, pour la première fois, complètement et totalement libre. La suite, je l'ai apprise par ma grand-mère. Coralie, sans avocat vedette, a été condamnée à 6 mois de prison ferme et 2 ans de mise à l'épreuve avec une obligation de soins stricts. L'incarcération a été, semble-t-il, l'électrochoc de sa vie. Loin de ses parents, de leurs excuses et de leur argent, elle a été forcée de se confronter à elle-même. Elle a suivi une thérapie, a commencé à travailler sur ses addictions. À sa sortie, elle a trouvé une place dans un foyer de réinsertion. Elle a un travail simple, elle est suivie. Elle essaie. Je lui souhaite sincèrement de trouver la paix. Mes parents ont dû vendre la grande maison de mon enfance, celle qui était remplie de tant de souvenirs, bons et mauvais. Ils ont dû faire face à la réalité de leur situation financière, et à la réalité de leurs échecs parentaux. Ils vivent maintenant dans un appartement plus modeste. Notre relation est distante, cordiale. On s'envoie des cartes pour les fêtes. L'amour est peut-être toujours là, quelque part, enfoui sous des tonnes de décombres, mais le respect et la confiance ont disparu pour toujours. Quant à moi, ma vie a fleuri. Bastien et moi avons acheté notre maison. En ce moment même où je vous raconte cette histoire, je suis assise dans une chaise longue dans notre petit jardin. Le soleil de fin d'après-midi est doux sur mon visage. Une petite main potelée s'agrippe à mon doigt. Ma fille, Rose, a 6 mois. Elle a les yeux de son père et mon sourire. En la regardant gazouiller, je lui fais une promesse silencieuse. Je l'aimerai inconditionnellement, je la soutiendrai dans ses rêves, mais je lui apprendrai aussi la responsabilité. Je lui apprendrai que l'amour ne signifie pas effacer les autres, mais leur faire de la place pour briller à ses côtés. J'ai appris que le pardon ne signifie pas forcément la réconciliation. Parfois, le pardon, c'est accepter que certaines personnes ne peuvent pas faire partie de votre avenir,
et leur souhaiter bonne chance, mais de loin. Mon bonheur, et celui de la famille que je construis aujourd'hui, n'est plus négociable. Partager cette histoire est une étape de ma guérison. Si vous, ou quelqu'un que vous connaissez, avez vécu une situation où les limites familiales sont devenues toxiques, partagez vos pensées ou vos expériences dans les commentaires. Savoir qu'on n'est pas seul est une force immense. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, n'oubliez pas de liker la vidéo si mon histoire vous a touché, et de vous abonner pour ne pas manquer mes prochaines histoires. Prenez soin de vous.